La matinée s'était levée sans éclat, un gris épais sur les quais de Saône, ce genre de lumière qui ne promet rien. Élise descendait lentement la rue, son manteau beige serré autour d'elle, un bouquet de tulipes à la main. Le vent glissait le long du fleuve, froid, humide, insistant un vent de janvier comme lion en fabrique, à la fois banal et cruel. Elle avait mis son foulard préféré, celui qu'Henri, son mari disparu depuis 10 ans, lui avait offert. « Pour te protéger de tout, disait-il alors. Mais contre certaines choses, même la soie ne suffit pas. » Elle arriva devant la porte de l'appartement de sa fille, au 3e étage d'un immeuble neuf donnant sur la colline de Fourvière. Une odeur de café et de cire d'abeille s'échappait du couloir. On entendait des rires étouffés derrière la porte, puis le claquement d'une chaise qu'on déplace. Élise sonna. « Maman. »« Entre donc, on t'attend. » La voix de Marion était légère, trop légère, comme lorsqu'on prépare un thon pour éviter qu'il tremble. Élise sourit, posa son manteau, tendit les fleurs. Les enfants, Léo et Jeanne, vinrent l'embrasser, puis repartirent vers leurs dessins animés. Sur la table, la nappe blanche, les couverts alignés, le gâteau déjà prêt. Une ambiance de repas normal, presque tendre. Elle s'assit. Le repas commença dans cette politesse feutrée des familles qui se connaissent trop. Marion parlait du travail, de sa promotion récente. Paul, son mari, hochait la tête, absorbé par ses messages. Élise écoutait, acquiesçait, distribuait les sourires comme on distribue des miettes de paix. Elle ne voulait pas déranger. Depuis quelque temps, elle avait pris l'habitude d'entrer dans la conversation par des silences. Puis vint le dessert. Un millefeuille que Marion avait acheté chez le pâtissier du coin. « Tu vas adorer, maman. C'est celui que tu prenais quand j'étais petite. » Le souvenir la piqua doucement. Oui, c'était vrai. Les samedis, quand Marion avait 6 ans, elle partageait souvent un millefeuille sur le banc du Square Tolosane. Le sucre glace sur les doigts, le rire, le monde encore simple. Mais ce jour-là, le sucre eut un goût amer, car après avoir servi le café, Marion se leva, alla chercher quelque chose dans le buffet. Elle revint avec une chemise cartonnée, couleur ivoire, et la posa doucement sur la table, juste à côté de la tasse d'Élise. « Tiens, maman, j'aimerais que tu lises ça. » Élise fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Rien de grave. Juste un petit document administratif. Pour simplifier les choses, plus tard. »« Plus tard ? Oui. Tu sais, les papiers, la succession, tout ça. C'est mieux de s'en occuper avant. Tu as toujours dit que tu voulais que tout soit clair. » Élise ouvrit le dossier. Une feuille s'en détacha. En haut, elle lut. Déclaration de renonciation à héritage et donation anticipée. Son nom y figurait mal orthographié, le S oublié. Sous son nom, les coordonnées de Marion et de Paul, et des mentions juridiques qu'elle ne comprenait qu'à moitié. Elle releva la tête. Marion la regardait, les mains jointes, un air faussement calme. « Tu sais, maman, c'est pour éviter les complications plus tard. Tu as eu ta vie, laisse-nous la nôtre. » Les mots étaient dits sans méchanceté apparente. Ils flottaient dans l'air comme une prière mal formulée. Paul baissa les yeux sur sa tasse. Les enfants, dans le salon, riaient d'un dessin animé. Tout semblait normal. Mais Élise sentit quelque chose se briser en elle, un os invisible, celui de la confiance. « Et je dois signer là ? » ?»« Oui. Le notaire a tout préparé. C'est plus simple ainsi. Tu n'auras plus à t'inquiéter de rien. » Je ne m'inquiétais pas. Justement. Elle prit le stylo qu'on lui tendait. Ses doigts tremblaient un peu. Un instant, elle eut envie de se lever, de dire non, d'exiger une explication, une minute d'humanité. Mais elle vit le regard impatient de sa fille, celui de Paul qui vérifiait sa montre, et la peur absurde de faire une scène la paralysa. Alors elle signa, machinalement, presque docilement. La main d'une mère qui a appris toute sa vie à ne pas déranger. « Merci, maman, » dit Marion doucement, en rangeant la feuille dans la chemise. Puis, comme pour alléger le moment, elle ajouta « Tu veux un peu de tarte aux pommes pour emporter ?» Élise sourit faiblement. « Non, merci. J'ai assez de douceur pour aujourd'hui. » Elle prit son manteau, embrassa les enfants, puis descendit lentement l'escalier. Dans la rue, le vent soufflait plus fort. Les pavés luisaient sous la bruine. Elle marcha sans savoir où aller, longeant les quais, regardant les péniches immobiles. Elle sentait dans sa main le fantôme du stylo, encore tiède de sa signature. Ce n'est qu'une fois arrivée devant sa porte qu'elle comprit vraiment.
Ce n'était pas qu'un papier. C'était une frontière. Le moment exact où sa fille l'avait reléguée dans le passé. Elle retira ses gants, s'assit à sa table. Tout était silencieux. Le tic-tac de l'horloge rythmait l'absence. Sur le mur, une photo d'Henri et elle, prise un été à Annecy, la fille frissonnait. Elle pensa, s'il était là, il aurait su quoi dire. Il aurait su dire non. Elle prit son carnet rouge, celui où elle notait depuis toujours les recettes, les lectures, les phrases d'Henri. Cette fois, elle n'écrivit pas une citation. Elle écrivit lentement, d'une écriture droite, presque froide. Le silence des filles ressemble parfois à celui des juges. Ils condamnent sans crier. Elle referma le carnet, le posa sur la table. Puis elle se leva, alla ouvrir la fenêtre. Dehors, la Saône s'étirait sous le ciel bas, grise, docile. Elle murmura pour elle-même. « Très bien. Si je n'ai plus de voix chez eux, j'en trouverai une ailleurs. » Et dans ce froid de janvier, Élise, 76 ans, sans le savoir encore, venait de commencer le plus long discours de sa vie, celui d'une femme qui allait enfin apprendre à parler. Il y avait eu un temps pourtant où tout était simple, presque lumineux. Le temps de la douceur, celui des années où la vie s'organisait autour de gestes tranquilles. Le café du matin, les cours au lycée, les soirs de musique et de lecture, le rire d'une petite fille qui courait dans le couloir avec ses crayons plein les poches. C'était à Lyon, dans un appartement modeste mais lumineux, rue Victor Hugo, à 2 pas de la place Bellecour. Les fenêtres donnaient sur les toits, et au printemps, Élise ouvrait toujours les volets avant Henri pour laisser entrer la lumière du Rhône. Leur vie avait la régularité des pendules d'école, avec juste ce qu'il fallait d'imprévu pour la rendre vivante. Henri était professeur de lettres au lycée Ampère. Un homme à la voix grave, aux yeux doux, passionné de poésie. Il aimait Aragon, Éluard, Desnos, ces poètes qui savaient dire la tendresse sans la fragilité. Le soir, en rentrant, il s'asseyait à la table de la cuisine et lisait à voix haute pendant qu'Élise préparait le dîner. « Écoute ça, Élise. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. » Elle levait les yeux de la casserole, souriait, répondait en riant. « Oui, mais toi, tu es l'exception, Henri. Moi, je te suis acquise pour la vie. » Il riait, secouait la tête, puis lui embrassait la main. Ils formaient un couple uni, sans drame, avec cette pudeur d'amour que les générations d'avant avaient appris à chérir plus qu'à montrer. Ensemble, ils avaient eu une fille, Marion. Une enfant vive, curieuse, une petite boule d'énergie à la fois exigeante et tendre. Henri disait souvent « Elle a ton front et ma volonté. Ça fera des étincelles. » Et c'était vrai. Marion posait sans cesse des questions, voulait tout comprendre. Élise la regardait dessiner sur la table du salon, concentrée, la langue entre les dents, et pensait que le monde entier pouvait tenir dans la ligne tremblée d'un crayon. Le dimanche, ils se promenaient tous les trois sur les quais. Henri tenait la main de Marion, Élise suivait en riant. Ils s'arrêtaient au kiosque à musique, achetaient des glaces, parlaient des livres qu'ils liraient quand ils auraient le temps. C'était une vie simple, mais pleine une de ces vies qui ne se racontent pas, parce qu'elles n'ont rien d'extraordinaire. Et pourtant, pour Élise, c'était le bonheur pur. La stabilité, l'amour, la confiance, la lente construction du temps partagé. Les étés, ils partaient à Annecy, dans une petite maison louée près du lac. Le matin, Élise allait au marché chercher les fruits, Henri lisait sur la terrasse, et Marion jouait avec les enfants du voisin. Le soir, ils dînaient dehors, à la lueur des bougies, et le vent descendait des montagnes en caressant les visages. Parfois, Henri se levait, prenait sa guitare et jouait doucement. Élise se souvenait de ces soirs-là comme d'un refuge, une alcôve de paix dans la mémoire. Quand la douleur viendrait, plus tard, c'est à cela qu'elle penserait. À la guitare, à la voix grave d'Henri et à la lumière du soir sur le lac. Le temps passa. Henri vieillit doucement, sans se plaindre, fidèle à ses habitudes, à son école, à ses élèves. Il avait cette patience tendre des professeurs qui croient encore au pouvoir des mots. Puis, un matin de mars, alors qu'il partait corriger des copies au café du coin, il s'effondra sur le trottoir. Un AVC, brutal, sans signe avant-coureur. Quand Élise arriva à l'hôpital, il était déjà parti. Le médecin parla de sérénité, de fin rapide. Mais elle ne retint qu'un mot. Fini. À partir de ce jour-là, tout changea sans qu'elle puisse dire comment.
L'appartement sembla soudain trop grand. Le silence, trop lourd. Et Marion, déjà adulte, installée avec Paul, se fit plus rare. Élise comprenait. Sa fille travaillait beaucoup, avait sa vie, ses enfants. Mais au fond d'elle, quelque chose se figeait. Les dimanches sans voix masculine, les anniversaires à deux, les soirs d'hiver où la lampe éclairait seulement une tasse de thé et un livre qu'elle ne lisait plus. Elle s'efforça pourtant de rester debout. Elle continua d'enseigner quelques années, puis prit sa retraite. Elle rangea les affaires d'Henri avec soin, ses carnets, ses stylos, sa montre, et un petit mot qu'il avait laissé sur leur table de nuit. « Si un jour tu doutes de toi, relis ce que tu as fait pour les autres. » Cette phrase, elle la copia dans son carnet rouge, comme un talisman. Marion venait parfois dîner, avec ses enfants. Élise préparait les plats préférés de chacun, posait toujours la même nappe, allumait une bougie. Mais elle sentait bien que le regard de sa fille avait changé. Moins tendre, plus pressé. Un mélange de pitié et d'impatience. Ce n'était pas de la méchanceté, c'était le signe discret du temps qui déplace les rôles. La fille devient celle qui explique, la mère celle qu'on supporte. Pourtant, Élise ne s'en plaignait pas. Elle continuait de croire à la bonté des choses. Quand Marion oubliait de l'appeler, elle se disait « Elle court, elle a une vie pleine ». Quand elle annulait un déjeuner, elle pensait « Elle m'aime, mais elle est fatiguée ». Elle trouvait toujours une excuse, parce que c'était plus facile d'excuser que d'admettre la distance. Souvent, le soir, en regardant par la fenêtre les lumières du pont de la Guillotière, elle se parlait à voix basse, comme pour se rassurer. Les enfants ne trahissent pas par méchanceté. Ils oublient juste la fatigue des mains qui les ont portés. Et ces mots, simples mais justes, flottaient dans la pièce comme une prière discrète, celle d'une femme qui n'a jamais voulu autre chose que le droit d'être aimée sans condition, même quand elle ne servait plus à rien. Le temps, insidieusement, avait commencé à user les liens comme l'eau polit la pierre, sans bruit, sans violence, mais avec une patience terrible. Au début, Élise n'y avait vu qu'un éloignement passager, ces choses qu'on appelle le rythme de la vie. Marion, toujours pressée, changeait de poste, courait entre réunions et dîners d'affaires. Elle disait souvent, d'une voix rapide, comme pour excuser son absence. « Maman, tu sais ce que c'est. Trop de dossiers, trop de deadlines. Je t'appelle dès que je peux. » Et Élise répondait toujours la même phrase. « Travaille, ma chérie. Moi, j'ai tout mon temps. » Mais ce tout mon temps finit par devenir un gouffre. Un temps vide, un temps sans personne pour le traverser. Les repas du dimanche, autrefois rituels, furent d'abord repoussés, puis espacés, puis oubliés. Un dimanche, Marion avait envoyé un simple SMS. « Pas ce week-end, maman. Trop de dossiers. » Le suivant, « On part à la montagne. On se voit plus tard. » Et un jour, plus rien du tout. Le silence, d'abord léger, devint une habitude. Élise continuait d'acheter du pain pour 3, de mettre la table pour 2, puis rangeait calmement les assiettes sans un mot. Elle s'habituait à parler seule à la radio, aux plantes, au portrait d'Henri posé sur le buffet. Le soir, la lumière de la télévision tenait lieu de compagnie. Elle se disait que c'était ça, vieillir, devenir le décor de sa propre vie. Un après-midi, Marion passa la voir à l'improviste, entre 2 rendez-vous. Elle entra dans l'appartement, regarda autour d'elle comme on inspecte une maison de location. « Tu devrais penser à vendre, maman, » dit-elle d'un ton neutre. « Cet endroit est trop grand pour toi, trop vieux aussi. Et puis, ça prend de la valeur, tu sais. » Élise fronça les sourcils. « Je ne suis pas prête à partir d'ici. C'est chez moi, Marion. C'est ici que ton père a vécu, que tu as grandi. Justement, il faut savoir tourner la page. Et puis, tu pourrais venir plus près de nous, à Confluence. Tu serais en sécurité. » Le mot résonna étrangement dans la pièce. Sécurité. Comme si sa maison, son indépendance, sa solitude tranquille représentaient désormais un danger. Élise tenta un sourire. « Je suis bien ici. J'ai mes habitudes, mes voisins, le marché. » Marion soupira, exaspérée. « Tu ne comprends pas, maman. Il faut anticiper. Un jour, tu tomberas peut-être, ou tu n'arriveras plus à monter l'escalier. Et nous, on devra tout gérer à ta place. » Élise sentit une pointe dans la poitrine. « À ta place. » Elle ne répondit pas. Après le départ de sa fille, elle s'assit sur la chaise d'Henri et resta longtemps sans bouger. Dehors, les cloches de Saint-Nizier sonnaient. Elle se dit « On ne vieillit pas,
on nous vieillit. Et ce soir-là, dans son carnet rouge, elle écrivit pour la première fois une phrase qui ne parlait plus d'amour, mais de disparition. Quand on ne parle plus, on devient décor. Les semaines suivantes, les signes se multiplièrent. Marion se mit à prendre les devants pour tout. Elle appelait les banques, les assurances, le notaire pour aider. Elle fit venir un agent immobilier, juste pour estimer, puis un expert pour vérifier la structure. Chaque fois, Élise apprenait après coup, par un mail ou une phrase glissée au téléphone. Puis vinrent les formules d'une politesse redoutable. « Tu devrais me confier les papiers. Maman, tu ne t'y retrouves plus. Tu ne devrais pas rester seule. C'est trop pour toi. On s'occupera de tout. Tu verras, tu seras tranquille. » Tranquille. Ce mot devint pour Élise synonyme d'effacement. La tranquillité qu'on voulait lui offrir ressemblait à celle d'un objet rangé, propre, inutile. Un soir, alors qu'elle était invitée à dîner chez eux, elle comprit que quelque chose s'était vraiment cassé. Le repas fut tendu, mécanique. Elle parlait des fleurs de son balcon, personne n'écoutait. Marion pianotait sur son téléphone. Paul regardait les infos. Quand le dessert arriva, Élise tenta un trait d'humour. « Je deviens vieille, mais pas invisible, tout de même. » Paul haussa les épaules, sans lever les yeux. « Tu t'accroches, c'est égoïste. » Cette phrase, anodine, prononcée sans haine, resta en elle comme une brûlure. « Tu t'accroches. » Comme si vivre encore, vouloir garder un toit, des souvenirs, des habitudes, était devenu un acte coupable. Elle rentra à pied, sous la pluie fine. La Saône miroitait dans la nuit, et les pavés glissaient sous ses pas. En traversant la passerelle, elle murmura pour elle-même. On ne s'accroche pas, on tient. Chez elle, elle retira son manteau, posa son sac et alla directement chercher son carnet rouge. Ses mains tremblaient un peu. Elle s'assit, respira longuement, puis écrivit. Quand on ne parle plus, on devient décor. Et le décor, un jour, on le remplace. Elle posa son stylo, leva les yeux vers la photo d'Henri sur le buffet. Dans son regard fixe, elle crut lire une réponse silencieuse. « Ne te laisse pas ranger. » Et pour la première fois depuis longtemps, Élise sentit qu'il lui restait quelque chose de plus fort que la peur d'être oubliée. La volonté de ne plus se taire. Quelques semaines passèrent, calmes en apparence. Le froid de février s'attardait sur les quais, et Élise essayait de reprendre un rythme. Le marché du mardi, un café au bord du Rhône, quelques pages de lecture. Mais sous cette façade tranquille, une inquiétude sourde s'était installée, un pressentiment discret, comme une ombre qui ne quitte jamais le coin de l'œil. Un matin, en relevant le courrier, elle trouva une grande enveloppe beige, frappée du sceau d'un cabinet notarial qu'elle ne connaissait pas. Elle l'ouvrit, sans se méfier. À l'intérieur, plusieurs feuillets, pleins de chiffres, de formules juridiques, de tampons. Elle lut la première ligne, puis relut, incrédule. Confirmation du transfert partiel des fonds de l'assurance vie Madame Élise Laurent vers le compte joint Monsieur et Madame Paul et Marion Delcourt, effectué selon procuration numéro 452 AV. Elle s'assit. Ses doigts se crispèrent autour du papier. Procuration? Elle n'avait jamais signé ça. Jamais donné à quiconque le droit de toucher à ce que Henri appelait leur need, l'épargne de toute une vie d'effort et de prudence. Elle relut encore, lentement, pour être sûre de ne pas se tromper. Tout y était, les montants, le numéro de contrat, les dates, et surtout, la mention. Co-signature désormais confiée à Monsieur Paul Delcourt. Son gendre, l'homme qui lui parlait à peine, celui qui trouvait qu'elle s'accrochait. Désormais, il pouvait disposer de son argent. Elle sentit un vide dans la poitrine, une sorte de vertige calme. Pas de colère, pas encore juste cette incompréhension glacée qui précède la lucidité. Elle prit son téléphone, appela Marion. La voix de sa fille mit quelques secondes à répondre, sèche, distraite. « Maman, je suis en réunion, qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu un courrier du notaire. On parle de transfert d'assurance vie, de procuration. Tu sais quelque chose ?» Un léger soupir à l'autre bout du fil. Ce soupir fatigué qu'on réserve à un enfant trop curieux. « Oui, c'est normal, maman. C'est pour simplifier. On a tout centralisé, comme ça tu n'as plus à t'en occuper. » « Mais je n'ai rien signé, Marion. »« Si, maman. Tu te souviens, quand tu es venue déjeuner, il y avait ce papier. Tu as signé. C'était inclus. Tu ne comprends pas toutes ces choses-là. C'est un peu technique. » Les mots tombèrent.
doux, précis, comme des gifles feutrées, simplifié, technique. Tu ne comprends pas. Élise sentit une brûlure monter à sa gorge. Elle aurait voulu crier, dire non, dire je ne suis pas folle. Je lis, je comprends très bien ce qu'on m'enlève. Mais rien ne sortit. Une autre forme de silence s'imposa, celle de l'humiliation. Elle dit seulement « Je vois » et raccrocha. Le téléphone glissa de sa main. Elle resta là, dans la lumière pâle de la cuisine, les papiers étalés devant elle, comme les restes d'un crime propre. Tout était légal, sans doute. Bien ficelé, tamponné, justifié. Et pourtant, au fond d'elle, elle savait, on venait de lui voler plus qu'un compte. On lui volait son autonomie, son nom sur la ligne du bas, sa signature qui comptait encore. Elle se leva, fit quelques pas dans l'appartement. Le parquet craquait, les murs semblaient plus étroits. Sur la table, le cadre d'Henri, celui de leur dernier été à Annecy, la fixait doucement. Elle murmura « Tu vois, mon amour ? Même ta prudence n'aura pas suffi. » Puis, elle prit une profonde inspiration. Elle alla chercher son carnet rouge, celui qu'elle tenait désormais comme une arme muette. Elle s'assit, tourna une page et écrivit avec lenteur « Ils appellent ça simplifié. Moi, j'appelle ça effacé. » Elle relut la phrase. Une colère calme, neuve, presque froide, commençait à s'y loger. Elle ferma le carnet, posa le stylo. Le soir même, elle rangea soigneusement le courrier dans une pochette plastique. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait, ni à qui parler. Mais elle savait que cette fois, elle ne laisserait pas les mots des autres raconter son histoire. Au dehors, la ville s'assombrissait. Les lumières du pont Lafayette se reflétaient dans le Rhône comme des veines d'or sur la surface noire. Élise resta longtemps à la fenêtre, droite, immobile. Et dans son cœur, une phrase naissait, claire comme une résolution. Ils ont voulu simplifier ma vie. Ils vont découvrir qu'elle est encore écrite à mon nom. Les jours qui suivirent furent faits de silence et de froid. Un de ces froids d'hiver intérieurs qui ne vient pas du dehors, mais de la pensée. Le genre de froid qui s'installe dans les gestes, dans les mains, dans les yeux, quand tout ce qu'on a cru solide se fissure doucement. Élise ne sortit presque plus. Elle vivait comme en retrait, entre ces murs, dans la lumière grise du matin et l'ombre longue du soir. Elle laissait le téléphone sonner sans répondre. La télévision restait muette. Le tic-tac de l'horloge devenait son seul compagnon. Elle mangeait peu, buvait du thé tiède et relisait. Toujours relire. Elle avait sorti d'une vieille boîte les lettres d'Henri. Des dizaines de feuilles jaunies, écrites à l'encre bleue, au temps où il s'écrivait encore même en vivant sous le même toit. Les mots d'un autre siècle, pleins de douceur et de respect. Élise, ne laisse jamais les autres écrire ta version du monde. Elle lut cette phrase plusieurs fois, jusqu'à la savoir par cœur. Elle pensa, c'est ce que j'ai fait, pourtant. J'ai laissé écrire à ma place. Sur la table, elle avait étalé les documents récents. La lettre du notaire, les relevés de compte, la fameuse procuration. Tout semblait propre, régulier, scellé par l'ordre administratif. Mais entre les lignes, Élise sentait la trahison respirer. Ce n'était pas seulement une histoire d'argent, c'était la disparition de sa signature. Et avec elle, la disparition d'une existence. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, la Saône coulait lentement sous le ciel d'acier. Les péniches paraissaient immobiles. Elle posa sa main sur la vitre froide. Et dans un souffle, presque sans voix, elle murmura « J'ai confondu la paix avec le silence ». Cette phrase, en sortant d'elle, résonna comme une vérité nue. Elle la sentit entrer dans son corps, s'y fixer comme une encre. Oui, elle avait cru que se taire, c'était préserver l'harmonie. Que céder, c'était aimer. Que comprendre, c'était déjà pardonner. Mais tout cela n'avait fait que creuser le vide. Dans le miroir du salon, elle se regarda longuement. Son visage n'était pas celui d'une femme faible, ni même triste. C'était celui d'une femme fatiguée d'avoir toujours voulu arranger les choses. Fatiguée de se réduire pour que les autres se sentent grands. Elle alla chercher une boîte en fer, celle où elle rangeait jadis les cartes d'anniversaire de Marion. Elle les relut toutes, l'une après l'autre. Les premières, pleines de cœurs maladroits dessinés à la main. « Bonne fête, maman chérie, tu es la plus gentille du monde. » Puis les cartes d'adolescente, des mots rapides, un peu embarrassés. Enfin, les dernières, sobres, presque administratives, signées d'un bise Marion. Elle les posa en tas, referma la boîte et murmura « Elle m'a remplacé par un virement. »
Mais au lieu de pleurer, Élise ressentit une sorte de calme glacé, comme si la douleur, enfin comprise, cessait de mordre. Ce n'était plus une plaie, c'était un constat. Et un constat, ça s'écrit. Alors elle ouvrit son carnet rouge, tourna les pages déjà pleines de phrases, de dates, de notes courtes, comme des balises dans la tempête. Sur la page suivante, elle colla soigneusement, à l'aide d'un vieux tube de colle, les copies des papiers du notaire. Chaque document devint un témoin. Elle les classa, les numérota. Puis, d'une main ferme, en haut de la page, elle écrivit en lettres capitales « Dossier de vérité, pour moi, pas contre eux ». Elle resta un moment à regarder ces mots. Ils avaient la force tranquille d'une promesse. Ce n'était pas une vengeance qu'elle préparait, mais une reconstruction. Il fallait que tout soit consigné, que tout soit exact, que la vérité ne dépende plus de la mémoire capricieuse des autres, mais d'un fait écrit, clair, daté. Le carnet devint alors son territoire. Chaque soir, elle y ajoutait quelque chose. Une facture, un souvenir, une phrase d'Henri, un ressenti précis. C'était sa manière de remettre de l'ordre dans le chaos, de rendre au monde une logique qu'on lui avait volée. Et peu à peu, à mesure que les pages se remplissaient, une lumière discrète commença à poindre en elle. Une idée simple, encore fragile, mais tenace. Elle pouvait parler. Pas pour se plaindre, pas pour détruire, mais pour poser sa voix, enfin, dans sa propre histoire. Elle se fit un thé, alluma la lampe du salon, s'assit à la table. La flamme tremblante de l'ampoule projetait son ombre sur les murs. Elle se sentit moins seule. Henri n'était pas là, mais il y avait sa trace dans chaque ligne, chaque carnet, chaque geste. Et cela suffisait à la relever un peu. Elle prit son stylo et sous le titre du dossier de vérité, ajouta lentement « Ce que je le fais pour rester debout ». Puis elle referma le carnet, éteignit la lampe et se coucha. Dans l'obscurité, la Saône murmurait toujours derrière les vitres. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Élise s'endormit sans peur, car elle venait d'accomplir l'essentiel, reprendre la parole. Le rendez-vous avait lieu un mardi matin, sous un ciel d'un gris laiteux. Élise avait à la main son sac de toile, bien rempli, son carnet rouge, les copies des papiers, la lettre du notaire, et un stylo bleu qu'elle considérait comme son arme désormais. Elle avait pris soin d'écrire sur une feuille la liste des points à aborder, pour ne rien oublier sous l'émotion. Depuis une semaine, elle ne dormait presque plus. Mais cette fatigue-là avait quelque chose de clair, presque apaisant comme une veille avant la vérité. Le bureau de Maître Fournier se trouvait dans un immeuble ancien du 2 arrondissement, près de la place Carnot. Un lieu où le parquet craque et où le silence semble faire partie du décor. Une assistante polie la fit patienter quelques minutes dans une salle tapissée de livres reliés. Le temps d'observer les dos des volumes, code civil, succession, droit patrimonial de la famille. Ces mots qu'elle avait toujours crus inaccessibles lui semblaient soudain familiers. Quand il entra, elle fut surprise. L'homme avait le visage doux, les cheveux argentés, les gestes lents, pas cette froideur distante qu'elle redoutait. « Madame Laurent ? Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. » Il parla peu, mais d'une voix calme, presque paternelle. Élise sentit ses épaules se détendre, sans savoir pourquoi. Elle sortit les papiers un à un, les disposa sur le bureau en bois ciré. « Je crois qu'on m'a fait signer des choses que je ne comprenais pas. Et maintenant, mon gendre a accès à mes comptes. Je n'ai jamais donné cette autorisation. » Le notaire prit ses lunettes, parcourut les documents en silence. Il s'arrêta sur la procuration. Ses doigts effleurèrent la signature. Puis il leva les yeux vers elle. « Madame, votre signature ici a été reproduite. Ce n'est pas la vôtre. C'est une falsification. » Le mot resta suspendu dans la pièce. Falsification. Un mot grave, froid, mais d'une clarté presque rassurante. Élise hocha lentement la tête. Elle ne cria pas, ne pleura pas. Elle prit son carnet, nota la phrase, mot pour mot, comme on consigne une preuve dans un procès intérieur. Le notaire poursuivit. « Je vais être franc avec vous. Ce genre de manipulation n'est pas rare. On appelle cela un abus de procuration. Mais ici, c'est plus grave. Il s'agit d'un faux et d'un usage de faux. Vous devez agir, madame. » « Agir ? Comment ? Je vais vous recommander quelqu'un. Une avocate spécialisée en affaires familiales et patrimoniales. Elle s'appelle Maître Sorel. Je crois qu'elle sera votre meilleure alliée. » Il lui tendit une carte de visite.
blanche, sobre, avec une typographie fine. Maître Clara Sorel, avocate au barreau de Lyon. Élise la prit avec une sorte de respect. Une carte, un nom, un fil pour remonter à la lumière. Avant de partir, le notaire ajouta doucement. « Madame Laurent, ne voyez pas cela comme une guerre. Voyez-le comme une réclamation de votre place. » Elle répondit d'un ton bas, mais ferme. « Je ne veux pas les détruire, maître. Je veux simplement exister à nouveau sur mes papiers. » Il lui sourit. « Alors le droit est fait pour vous. » Le lendemain, elle prit rendez-vous avec maître Sorel. Le cabinet se trouvait dans un immeuble moderne, près de la Part-Dieu. Une autre ambiance, claire, vive, ponctuée de dossiers empilés et de tasses de café. L'avocate avait la quarantaine, les cheveux relevés, un regard direct. « Maître Fournier m'a parlé de vous. Montrez-moi vos pièces. » Élise sortit la pochette rouge, les documents soigneusement classés. L'avocate feuilleta, s'arrêta, prit des notes rapides. « Vous avez bien fait de tout garder. Vous tenez les preuves d'un abus de confiance caractérisé, et peut être d'un détournement de fonds. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Mais au-delà de l'argent, il y a ici un effacement juridique de votre personne. C'est une forme de dépossession symbolique. Ce genre d'affaires, je les appelle des silences administratifs. » Élise la regarda, frappée par la justesse du mot. Silence administratif. C'était exactement cela. Une disparition propre, sans bruit, sous couvert de gestion. Pendant 2 heures, elles travaillèrent ensemble. Élise sortait les documents dans un ordre méthodique, expliquait les dates, les courriers, les SMS. Maître Sorel, concentré, traçait des lignes rouges, faisait des copies, établissait un plan d'action. Plainte pour faux et usage de faux. Demande d'annulation de procuration. Requête en restitution de fonds. Quand elles eurent terminé, l'avocate posa son stylo. « Madame Laurent, il y a ici de quoi faire valoir votre droit. Vous êtes dans votre bon droit. Nous allons saisir le tribunal de Lyon. Ce sera long, mais je vous promets que vous serez entendue. » Élise ferma un instant les yeux. Entendue. Ce mot simple eut sur elle l'effet d'une bouffée d'air. Avant de partir, elle serra la main de maître Sorel. « Merci, maître. Vous savez, je croyais que parler, c'était crier. Mais aujourd'hui, j'ai compris que parler, c'est simplement nommer. » L'avocate sourit. C'est exactement ça. Et nommer, c'est déjà réparé. De retour chez elle, Élise posa son sac sur la table, alluma la lampe. Le carnet rouge l'attendait, ouvert. Elle prit son stylo et écrivit, d'une écriture nette, sans trembler, « J'ai retrouvé ma voix dans les articles du Code civil. » Puis elle ajouta, dans la marge, comme un serment à elle-même. « La vérité a besoin de mots justes, pas de colère. » Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit ni vieille, ni dépossédée, ni invisible. Elle se sentit citoyenne de sa propre histoire. Le matin du jugement, Lyon semblait retenir son souffle. Une brume légère montait de la Saône, et les façades du palais de justice, avec leurs colonnes sévères, prenaient cette teinte d'hiver qu'Élise connaissait trop bien, un mélange de pierres froides et de lumière blanche. Elle était arrivée tôt, comme toujours. Elle avait préféré marcher plutôt que de prendre un taxi. Marcher lui permettait de calmer cette angoisse tapie sous sa poitrine, non pas la peur de perdre, mais celle d'être encore une fois traitée comme une ombre. Dans la salle d'audience, l'air sentait le papier, la poussière et la tension. Une dizaine de bancs en bois, un silence à peine troublé par le froissement des dossiers et les pas des greffiers. Élise s'assit au premier rang, son carnet rouge posé bien droit sur ses genoux, comme un talisman. À côté d'elle, maître Sorel révisait calmement ses notes, concentré, ses lunettes glissant sur le bout du nez. « Respirez, Madame Laurent, » murmura-t-elle. « Aujourd'hui, vous ne venez pas vous défendre, vous venez simplement remettre les choses à leur place. » Élise hocha la tête. Elle garda les yeux baissés, fixant la couverture rouge du carnet où reposaient des mois d'écriture, de peur, de lucidité. En face, Marion était déjà là, impeccable, dans un tailleur beige, les bras croisés, le visage fermé. À sa droite, son avocat, un homme jeune, sûr de lui, au débit rapide, au regard tranchant. Paul, le gendre, n'avait pas jugé utile de venir. La distance entre mère et fille n'avait jamais paru aussi mesurable, aussi concrète. 2 femmes, 2 âges, 2 mondes, séparés par un simple couloir de parquet, et une dizaine d'années d'amour mal entretenu. Le juge entra.
un homme au visage sévère, sans indulgence ni dureté, simplement neutre. Il prit place, ajusta ses lunettes, feuilleta le dossier. Puis, d'une voix claire, « Affaire Madame Élise Laurent contre Madame Marion Delcourt, audience du 14 mars. Nous allons examiner les faits relatifs à la procuration et au transfert de fonds. » Le cœur d'Élise battait plus fort. « Pas de panique, » se disait-elle. « Tout est écrit, tout est prouvé. » Et pourtant, c'était une douleur ancienne qui remontait, celle d'avoir à justifier sa propre existence devant ceux qui vous ont effacé. Maître Sorel prit la parole. Sa voix, posée et ferme, coupait le silence avec précision. « Monsieur le juge, ma cliente n'est pas ici pour une querelle familiale, mais pour une rectification juridique. On a utilisé son nom, reproduit sa signature, disposé de ses biens, sans son consentement. Tout cela sous couvert de simplification. » Elle marqua une pause, puis fit glisser un dossier sur la table du greffe. Voici les pièces. Comparatif des signatures, correspondance notariale, transfert bancaire. Les preuves sont nettes. Le jeune avocat se leva à son tour, ajusta sa veste. Monsieur le juge, ma cliente n'a jamais agi par malveillance. Elle a simplement voulu protéger sa mère, anticiper des démarches. Il n'y a ici ni fraude, ni intention de nuire. Seulement de la précipitation et beaucoup d'amour mal compris. Amour mal compris. Le mot tomba dans la salle comme une ironie amère. Le juge l'écouta sans bouger. Puis, d'une voix calme, il demanda à Marion. « Madame Delcourt, reconnaissez-vous avoir signé des documents au nom de votre mère ? » « Oui, mais c'était pour son bien. Vous aviez un mandat ? » ?»« Pas formellement, mais elle avait confiance. Elle m'a toujours laissé faire. » Élise sentit alors qu'elle devait parler. Pas longtemps, pas fort, juste pour que sa voix, la sienne, existe dans ce moment. Elle se leva, doucement, sans que personne ne l'y invite. Ses mains tremblaient un peu, mais son regard restait fixe. « Monsieur le juge, » dit-elle d'une voix basse, claire, « je ne pense pas que ma fille ait voulu me voler. Elle voulait juste être tranquille. » Elle marqua un silence, puis ajouta, « J'étais le bruit qu'elle ne voulait plus entendre. » Cette phrase resta suspendue, lourde, presque palpable. Même Maître Sorel baissa les yeux. Le juge, lui, retira ses lunettes, les posa sur le dossier. Il observa Élise longuement, puis reprit. « Madame Delcourt, la tranquillité n'autorise pas la falsification. Vous avez agi sans mandat valable. Vous avez confondu simplification et dépossession. » Il nota quelques mots, consulta ses documents, puis annonça d'une voix lente, solennelle. « Le tribunal prononce l'annulation de la procuration irrégulièrement établie, la restitution des fonds détournés, la reconnaissance de falsification de signature. » Un murmure parcourut la salle, puis retomba aussitôt. Maître Sorel hocha légèrement la tête, posant une main brève sur celle d'Élise. La vieille femme ne bougea pas. Elle fixait le juge, comme si elle voulait graver ce moment dans sa mémoire, l'instant précis où le droit redevenait un refuge. Marion, elle, resta droite, impassible. Mais ses yeux, l'espace d'un battement, se baissèrent. Élise y vit passer, non pas la honte, mais la fatigue, ce mélange d'incompréhension et de fierté blessée qui naît quand l'enfant découvre que la mère sait encore se défendre. Le juge conclut d'une voix neutre. L'audience est levée. Les bruits de papier, de chaises, de pas reprirent lentement. Dans le couloir, la lumière du matin perçait enfin les vitres du tribunal. Élise sortit la première, son carnet rouge serré contre elle. Elle n'avait pas triomphé. Elle avait simplement retrouvé sa place dans la phrase. Dehors, sur les marches du palais, elle inspira profondément. La Saône en contrebas brillait d'un éclat pâle. Le vent apportait une odeur de pierre et d'eau. Elle murmura « Je n'ai rien crié. Et pourtant, j'ai parlé. » Et dans ce silence lourd mais juste, Élise sut que, pour la première fois depuis longtemps, le monde l'avait entendue. Les jours qui suivirent le jugement passèrent dans un étrange mélange de soulagement et de silence. Le printemps s'installait à Lyon, les magnolias fleurissaient sur les places, les terrasses reprenaient vie, mais chez Élise, la lumière avait une teinte particulière, celle d'un après. Un après où la justice avait parlé, où le droit avait remis les choses à leur place, mais où le cœur, lui, ne savait plus très bien où se poser. Elle n'avait pas cherché à revoir Marion, pas par rancune, mais par fatigue. Il fallait laisser retomber la poussière, disait-elle à Maître Sorel,
qui lui téléphonait pour s'assurer qu'elle allait bien. Mais un matin, alors qu'elle revenait du marché avec un bouquet de lilas, elle trouva un message sur son téléphone. Court, tranchant. Tu m'as humiliée, maman. J'espère que tu es fière de toi. Elle resta longtemps à le lire, assise sur le banc du salon, le sac de course encore au sol. Humiliée. Ce mot lui serra la gorge. Elle aurait voulu répondre dire qu'elle n'avait pas voulu faire honte, seulement rétablir la vérité. Mais elle savait que ce genre de blessure ne se soigne pas par des explications. Alors, lentement, elle prit une feuille blanche, recopia le message à la main, d'une écriture soignée, comme on archive un témoignage. Puis elle plia la feuille, la glissa dans son carnet rouge, entre 2 pages déjà remplies de dates et de phrases. Une trace de plus dans le dossier invisible de sa vie. Le soir même, elle écrivit en marge. « Je n'ai pas voulu avoir raison. J'ai voulu être reconnue. » Les semaines suivantes, la vie reprit son cours. Les voisins, les commerçants du quartier, la boulangère, même le facteur, semblaient la regarder autrement. Une bienveillance discrète, une forme de respect silencieux. « Vous avez été courageuse, Madame Élise, » lui dit un jour la pharmacienne en lui rendant sa monnaie. Beaucoup de gens auraient laissé faire. Élise sourit doucement. « Je n'ai pas crié, » répondit-elle. « J'ai simplement refusé de me taire. » Et cette phrase, prononcée sans orgueil, se répandit autour d'elle comme un parfum de dignité retrouvée. On la saluait différemment, on la tutoyait moins, on l'écoutait davantage. C'était comme si, après des années d'effacement, sa voix avait repris sa place dans le monde. Mais la victoire avait un prix. Chaque soir, dans le silence de son appartement, elle pensait à Marion, à cette petite fille aux nattes brunes qui courait dans le couloir, à la jeune femme pressée qu'elle était devenue, à la mère distante qu'elle voyait maintenant. Elle ne lui en voulait pas vraiment. La colère avait fondu, remplacée par une sorte de tristesse claire, sans aigreur. Ce qui faisait mal, ce n'était pas la perte d'argent, ni même la trahison, c'était l'idée que sa fille la voyait comme un poids. Un soir, elle rêva d'Henri. Il se tenait sur le balcon, en train d'arroser les plantes, le même sourire tranquille qu'avant. Elle s'approcha, posa sa main sur son bras. « J'ai parlé, Henri. Tu vois, j'ai parlé. » Il la regarda avec tendresse. « Je sais. Mais tu ne devais pas parler pour te défendre. Tu devais parler pour exister. » Quand elle se réveilla, les draps étaient tièdes et le rêve lui resta collé au cœur comme une caresse. Ce dimanche-là, elle décida de ranger ses papiers, une bonne fois pour toutes. Sur la table du salon, elle disposa tous les documents, les copies, les courriers, le jugement, les preuves. Chaque feuille retrouvait sa place, comme un puzzle enfin complet. Puis, dans un geste lent et méticuleux, elle prit la pochette rouge d'Henri, celle où il rangeait autrefois les factures de la maison. Elle y glissa le dossier entier, bien à plat, avec un soin presque cérémoniel. Elle ajouta, au-dessus, une photo de 2 prise à Annecy, un été de jeunesse, lui en chemise claire, elle en robe bleue, riant aux éclats. Et, comme un point final, elle glissa une feuille pliée un poème d'Aragon, celui qu'Henri lui lisait si souvent. Rien n'est jamais acquis à l'homme. Ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Elle lut les vers à voix basse, le souffle un peu tremblant, puis referma la pochette, la posa sur l'étagère du buffet, entre les albums de famille et le vase de porcelaine. Tout à coup, elle sentit que le poids s'était déplacé. Il n'était plus sur ses épaules, mais dans ses papiers bien rangés, ces mots qui disaient la vérité, cette preuve silencieuse qu'elle avait tenu bon. Elle éteignit la lampe, resta un moment dans la pénombre, à écouter la respiration de l'appartement. Puis elle murmura « J'ai perdu ma fille, peut-être, mais j'ai retrouvé ma parole. Et c'est tout ce que je pouvais sauver sans mentir. » Au loin, la ville bruissait doucement, et la Saône, fidèle, roulait son eau grise sous les ponts. La fracture était nette, irréversible. Mais au milieu de ce vide, Élise savait désormais qu'un silence pouvait être non pas une absence, mais une forme de paix lucide. La vente de l'appartement fut plus douce qu'Élise ne l'avait imaginé. Elle s'était préparée à pleurer, à sentir le vide, à avoir l'impression d'abandonner Henri une seconde fois. Mais lorsque l'agent immobilier ferma la porte pour la dernière fois, elle ressentit au contraire une étrange légèreté. Comme si, en quittant ces murs pleins de souvenirs et de silence, elle reprenait sa respiration. Elle avait trouvé, non loin de là, un petit 2 pièces lumineux donnant sur les quais de Saône. Un endroit simple, un salon clair,
une cuisine minuscule, et surtout une grande fenêtre ouverte sur le fleuve. Chaque matin, la lumière glissait sur l'eau et venait caresser le mur de son salon. Elle disait souvent en riant, « Le Rhône m'a vu pleurer, la Saône me verra sourire. » Peu à peu, elle remit de l'ordre dans sa nouvelle vie. Elle acheta des meubles légers, repeignit la table de cuisine en blanc, accrocha 2 photos d'Henri. Et sur l'étagère du bureau, à côté d'un pot de lavande séchée, elle plaça la pochette rouge non plus comme un fardeau, mais comme un symbole, la mémoire rangée. Un jour, au marché, elle tomba sur une affiche. Atelier d'aide juridique, association femmes et droits. En dessous, on lisait « Aide aux retraités isolés pour comprendre leurs documents, leurs contrats, leurs successions ». Élise resta devant quelques secondes, comme si l'affiche lui parlait directement. Elle rentra chez elle, réfléchit toute la soirée, puis décida d'y aller. Le siège de l'association se trouvait dans une petite maison du 4e arrondissement, près de la Croix-Rousse. Une pièce claire, des dossiers partout, des femmes qui discutaient autour d'un café. Quand elle entra, une bénévole leva la tête. « Bonjour madame, vous venez pour de l'aide ?» Élise répondit calmement. « Non, je viens pour en donner. » Ce jour-là, tout recommença. Les débuts furent modestes. On lui confia d'abord de simples tâches. Classer les courriers, vérifier des formulaires. Mais très vite, on comprit qu'elle avait une mémoire et une patience rares. Elle expliquait les choses avec des mots simples, sans condescendance, avec ce ton d'ancienne professeure qui n'a jamais perdu l'art de transmettre. Elle disait aux femmes qu'elle aidait. « Le droit n'est pas contre vous. Il suffit de le lire à voix haute, lentement. Vous verrez, c'est comme un poème sans rime. Tout est dans la précision. » Certaines venaient d'être veuves, d'autres trahies, d'autres simplement perdues dans des papiers incompréhensibles. Élise les écoutait, notait, traduisait. Elle retrouvait dans ses visages fatigués un peu de son propre parcours, et à travers chaque explication donnée, elle se guérissait un peu plus elle-même. Un après-midi d'avril, alors qu'elle aidait une femme à remplir une demande de succession, une jeune bénévole, curieuse, lui demanda « Madame Élise, pourquoi avoir choisi de rester à Lyon? Vous auriez pu tout recommencer ailleurs. » Élise leva les yeux, un léger sourire au coin des lèvres. Elle réfléchit avant de répondre, comme toujours. « Parce qu'ici, le silence m'a fait mal, et c'est ici que je veux lui répondre. » La jeune femme la regarda, émue, puis timidement. « Et vous avez réussi ?» Élise hocha la tête. « Oui, j'ai parlé sans crier. C'est ma plus grande victoire. » Les mois passèrent. À l'association, on s'habitua à sa présence. On l'appelait bientôt Madame Élise Desquais, un surnom affectueux venu des femmes qu'elle avait aidées. Certaines disaient d'elle « Elle ne juge pas, elle éclaire ». D'autres « Quand elle lit un papier, on comprend tout, même la dignité entre les lignes ». Chaque soir, en rentrant chez elle, Élise passait quelques minutes à la fenêtre. La Saône brillait doucement, les péniches glissaient dans le silence. Elle se faisait une tisane, ouvrait parfois son carnet rouge non plus pour y écrire la douleur, mais pour y noter les phrases qu'elle voulait transmettre. Des phrases simples. Ne signez jamais sans comprendre. La vérité n'est pas un cri, c'est une ligne droite. Un papier peut enfermer une femme, mais un autre peut la libérer. Elle songeait à Henri, à Marion, sans amertume. La vie, pensait-elle, n'efface rien, elle déplace. Et parfois, il suffit de changer de rive pour voir les blessures autrement. Un soir d'été, à la fin d'un atelier, une femme d'une 60aine d'années l'embrassa sur la joue. « Grâce à vous, j'ai osé dire non à mon fils. Vous m'avez appris qu'on peut aimer sans se taire. » Élise la regarda partir, le cœur serré, mais heureux. Elle se dit qu'elle n'avait jamais reçu de plus belle récompense. En rentrant, elle croisa sur le quai un groupe d'étudiants qui riaient, une odeur de vin et de pluie dans l'air. Elle s'arrêta un instant pour les regarder. Elle se dit que la jeunesse, finalement, c'était peu. Être cela, croire encore qu'on peut changer les règles. Et qu'à sa manière, elle avait retrouvé la sienne. Elle rentra chez elle, referma la fenêtre et avant de se coucher, posa la main sur la pochette rouge. Sous ses doigts, la couverture semblait tiède, presque vivante. Elle murmura « Voilà, Henri, j'ai trouvé comment vivre sans me taire. » Puis elle éteignit la lumière. La Saône continuait de couler dehors, paisible, comme une respiration. Et dans cette respiration du fleuve et du soir, Élise sentit battre la sienne, tranquille,
à la mesure exacte de sa liberté retrouvée. La neige tombait sur Lyon comme une couverture lente, silencieuse, presque tendre. Les quais étaient déserts. Les réverbères jetaient leurs aloses dorées sur les pavés humides. Élise avançait doucement, son manteau beige serré sur les épaules, une écharpe de laine autour du cou. Elle revenait d'une réunion tardive à l'association. Ce soir-là, elles avaient parlé des veuves sans retraite, des femmes effacées par les signatures d'hommes disparus. Elle avait écouté, pris des notes, conseillé. Et en sortant, quelqu'un lui avait dit « Vous êtes la mémoire tranquille, Madame Élise ». Elle avait souri, sans répondre. Elle savait ce que cela voulait dire. La neige crissait sous ses pas. Le froid piquait ses joues, mais son cœur était étrangement chaud. Arrivée chez elle, elle posa son sac, retira ses gants et alluma la lampe du bureau. La pièce s'éclaira d'une lumière douce, presque dorée. Sur le meuble, tout était à sa place. La tisane encore tiède, la photo d'Henri, la pochette rouge et, juste à côté, son carnet rouge, celui qui l'avait accompagné dans toutes les tempêtes. Elle s'assit, prit une grande inspiration et posa la main sur la couverture du carnet. Il était usé, arrondi sur les bords, gonflé par les feuilles, les lettres, les copies, les petites notes d'une vie reprise en main. Elle hésita un instant, puis l'ouvrit. Les pages sentaient l'encre et le papier ancien. Il y avait là des mots de colère, de peur, de lucidité, mais aussi des rires retrouvés, des prénoms de femmes rencontrées à l'association, des dates de verdict, de naissance, de pardon. Chaque ligne était une cicatrice qu'elle avait appris à aimer. Elle relut quelques phrases, au hasard. Ne signe jamais sans comprendre. J'ai confondu la paix avec le silence. La parole juste ne blesse pas, elle remet droit. Puis elle tourna la dernière page blanche, prit son stylo noir et écrivit lentement, sans trembler. Parler, ce n'est pas blesser. C'est réparer la voix qu'on nous a prise. Elle resta un instant à regarder les mots séchés sur le papier. Son écriture avait changé plus fine, plus assurée. Elle sentit une paix étrange monter en elle, une paix sans bruit, comme une respiration qu'on retrouve après des années d'apnée. Elle ajouta, plus bas, une dernière phrase, presque comme une signature. Le silence peut aussi être une forme de justice, mais seulement quand il est choisi. Un sourire lui échappa. C'était la phrase qui résumait tout. Les humiliations, les papiers volés, les juges, les lettres de sa fille, la pochette rouge, la neige ce soir. Tout menait à cette vérité-là. Le silence n'est juste que s'il vient d'une voix libre. Elle posa le stylo, referma lentement le carnet, le tint quelques secondes entre ses mains. Puis elle le glissa dans la pochette rouge, à côté de la photo d'Henri. Le geste fut presque cérémoniel, comme si elle rangeait, une fois pour toutes, le passé en ordre. Dehors, la ville s'endormait sous la neige. On n'entendait plus rien que le bruissement du vent sur les vitres. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre. Les toits de Lyon étaient blancs, les quais déserts. Une péniche passait lentement, ses lumières dorées dessinant des reflets mouvants sur la Saône. Élise posa une main sur la vitre froide. Son reflet, adouci par la buée, lui sourit. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle se reconnaissait. Elle murmura « Cette fois, c'est moi qui écris la dernière phrase. » Et dans la lumière douce du soir, on aurait pu croire qu'Henri, quelque part, souriait aussi. Le silence retomba, mais ce n'était plus celui du renoncement, c'était celui du repos, de la justice intérieure. Un silence choisi, tenu, apaisé. La lampe resta allumée longtemps, éclairant la pochette rouge sur la table. Dehors, la neige continuait de tomber, lente et silencieuse, comme une dernière page que la ville tournait avec elle.